Bienvenue dans l'univers enchanteur du conte africain 225, où les récits ancestraux prennent vie pour vous transporter au cœur des traditions et de la sagesse de l'Afrique. Dites-nous en commentaire, de quel pays magique venez-vous? Je jure si tu veux réussir dans ta vie avec foi. Ou si tu reconnais que Dieu fait beaucoup de grâce dans ta vie. Dis Amen en commentaire. Like la vidéo, et abonne-toi pour ne pas regretter. Il était une fois, dans une belle ville, une femme dont le silence était pris pour de la faiblesse. Elle s'appelait Ada et son mari, Shuka, était le genre d'homme qui croyait que l'argent lui donnait le droit d'humilier les autres, en particulier sa femme qui ne faisait que l'aimer. Shuka travaillait dans une multinationale de services pétroliers. Son salaire était impressionnant, sa garde-robe intimidante, et son ego démesuré. Sa femme, Ada, en revanche, était une femme au foyer à temps plein qui restait à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Elle ne travaillait pas dans un bureau. Elle ne portait pas de talons, car ce qu'elle portait, c'était le devoir. Chaque matin, Ada se levait à 4 heures. Elle préparait le petit déjeuner pour la famille, nettoyait la maison, repassait la chemise de son mari et préparait leur fille pour l'école, tout cela avant 7 heures du matin. Pendant ce temps, son mari se levait à 7 heures, s'habillait pour le travail, et pourtant il la traitait de paresseuse et de pauvre. Shuka ne se souciait pas du fait que sa femme veillait toujours à ce que leur fille fasse correctement leurs devoirs. Il ne se souciait pas qu'elle soit première de leur classe grâce à l'aide de leur mère. Il ne se souciait pas que sa femme maintenait le foyer uni pendant qu'il partait travailler. Shuka ne voyait rien de tout cela. Pour lui, sa femme était un fardeau sans ambition. Et peu importe ce qu'elle donnait, il la faisait toujours se sentir comme un poids. Un samedi soir, Shuka invita 4 de ses riches amis pour boire un verre. Ils portaient des parfums qui sentaient le pouvoir et des chaussures qui coûtaient plus cher que toute la garde-robe d'Ada réunie. Ada les accueillit avec un sourire humble. Elle leur servit des boissons et disparut dans la cuisine, comme elle le faisait toujours lorsqu'ils venaient. Ada ne s'asseyait jamais avec eux. Non pas qu'elle n'y était pas autorisée, mais parce que chaque fois qu'elle essayait, quelque chose en elle se recroquevillait. Shuka lançait des blagues qui faisaient saigner son cœur sous sa robe. Il racontait comment il l'avait sauvée de la pauvreté et lavée avec du savon. Shuka ne cessait de dire à qui voulait l'entendre qu'il avait rencontré sa femme pieds nus dans la rue, vendant des oranges, et qu'il devrait être couronné roi de la charité. Il le dit à ses amis qui riaient tous en buvant. Ada entendit tout depuis la cuisine. Ses doigts serraient le plateau si fort que ses articulations commençaient à blanchir, mais elle ne dit rien. Elle sortit discrètement avec le plateau de poisson grillé qu'elle avait préparé pour eux. Alors qu'elle posait le poisson sur la table, son coude renversa un verre de vin, qui se répandit sur l'un des amis de Shuka, tout vêtu de blanc. Shuka se tourna furieusement vers sa femme, la traitant de villageoise sans valeur. La pièce devint silencieuse pendant une seconde. Puis ils éclatèrent tous de rire. « Oh, Shuka, calme-toi maintenant » dit l'un d'eux, à moitié riant, à moitié gêné. Mais Shuka n'en avait pas fini. Il se tourna brusquement vers Ada, sa voix assez tranchante pour lui couper les os. « Tu ne peux pas faire une seule chose correctement? C'est pourquoi je te dis de rester dans la cuisine. Pas de classe, pas de coordination, juste un comportement de brousse partout où tu vas. » Ada resta là, figée. Du vin coulait de sa main. Ses yeux étaient embués de larmes contenues. L'homme à qui elle avait tout donné, sa jeunesse, son corps, sa vie entière venait de lui arracher sa dignité devant des étrangers. L'invité en blanc tenta de minimiser l'incident. « Ce n'est pas grave, madame. Ce n'est que du vin. » Mais le mal était déjà fait. Ada se retourna lentement et retourna dans la cuisine. Ses épaules étaient lourdes, comme si elle portait le poids de la honte elle-même. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle s'assit simplement sur un tabouret et fixa le mur. Ses oreilles résonnaient encore du nom que son mari lui avait donné. Villageoise sans valeur. Ce soir-là, après le départ des invités et alors que Shuka était allé se coucher, ronflant comme si de rien n'était, Ada entra dans la chambre des enfants. Ses filles, Emily et Sharon, dormaient profondément. Leurs petites mains étaient serrées en poing pendant leur sommeil. Ada se pencha et embrassa leurs joues en leur chuchotant que le moment était venu pour elle d'être le genre de mère dont elle serait fière. Elle retourna sur la pointe des pieds dans le salon, s'assit sur le carrelage froid et prit son téléphone. Cette nuit-là, pour la première fois depuis de nombreuses années, elle tapa dans Google. Comment démarrer une entreprise avec rien? Car Ada avait pris une décision. Elle allait s'élever sous le toit de l'homme qui l'avait traité de sans valeur. Tout commença avec un tissu qu'elle avait reçu en cadeau des années auparavant.
Il était rangé dans une boîte qu'Ada n'avait pas ouverte depuis des années. Elle le prit et le serra contre sa poitrine, réfléchissant à ce qu'elle pourrait en faire. Elle sortit son kit de couture et se rendit dans le salon. La maison était complètement silencieuse. Shuka s'était endormi, ronflant avec l'assurance d'un homme qui pensait posséder le monde. Ada s'assit sur le sol froid et commença à enfiler son aiguille. Elle coupa le tissu et commença à coudre un sac. C'était un simple sac fourre-tout cousu à la main, car Ada n'avait pas de machine à coudre. Cela lui prit quelques minutes pour le terminer, et Ada ne pouvait cacher son excitation. Elle pensait avoir oublié comment coudre, n'ayant pas cousu depuis la mort de sa mère. Ada sourit pour la première fois depuis très longtemps. Le lendemain matin, en faisant ses courses au marché, Ada portait le sac sur son épaule. Une femme s'arrêta et lui demanda où elle avait trouvé ce sac. Ada sourit et révéla qu'elle l'avait fait elle-même. La femme commanda 3 sacs sur le champ. Ada n'en croyait pas ses yeux. Elle rentra chez elle joyeusement et sortit le reste du tissu pour le couper soigneusement. Cette nuit-là, lorsque tout le monde dormait, Ada cousit les 3 sacs pour la femme. À la fin de la semaine, elle avait gagné ses premiers 10 000 Nera. Ce n'était pas grand-chose, mais pour elle, c'était une preuve. La preuve qu'elle valait encore quelque chose, même si son mari ne le voyait pas. C'était la graine en elle que Shuka n'avait pas encore détruite. Elle ouvrit un petit portefeuille numérique sur son téléphone qu'elle appela son « projet de liberté ». Shuka n'en savait rien. Il était trop occupé à la traiter de pauvre pour remarquer ses dons et ses capacités. Et Ada n'était plus seulement une femme au foyer. Elle était maintenant une bâtisseuse discrète qui se réveillait chaque matin avec un but. Un après-midi, Ada partit au marché pour acheter des tissus lorsqu'elle aperçut son mari avec une autre femme, entrant dans un hôtel. Elle était furieuse et décida de l'affronter. Quand Shuka l'humilia devant cette femme étrange, il lui dit « Comment peux-tu dire que je te trompe avec cette demoiselle? L'as-tu bien regardée ?» Il se moqua d'Ada, disant qu'elle sentait comme une femme du marché. « Sais-tu combien cette jolie demoiselle gagne par mois ?» dit-il à Ada, ajoutant qu'elle ne pourrait jamais égaler une femme comme elle. À ce moment-là, Shuka lui posa une question qu'elle n'avait jamais vue venir. « Sommes-nous même mariés ?» Il le lui demanda alors qu'elle restait là, regardant tandis qu'il entrait dans l'hôtel avec la femme étrange. La douleur dans sa poitrine battait si fort qu'elle pouvait à peine entendre les sons autour d'elle. Quelque chose en elle se brisa, mais pas le genre de brisure qui mène aux larmes. Non, cette brisure alluma un feu. Un feu qui consuma chaque atome de peur qui s'accumulait en elle. Ada prit la décision de réussir. Elle avait subi trop d'insultes de son mari et savait que seul son succès pourrait le faire taire pour toujours. Alors, elle commença à se réveiller chaque matin avec un but. Elle se levait à 4 heures comme d'habitude, cuisinait, nettoyait et préparait ses filles pour l'école. Une fois tout le monde parti, elle sortait ses tissus et commençait à coudre. Ada fabriquait autant de sacs fourre-tout que possible. Elle commença même à créer de nouveaux styles, espérant qu'ils plairaient aux gens. Et Ada fut choquée par la vitesse à laquelle ces sacs se vendaient. Le bouche à oreille se répandit, et les gens commencèrent à l'appeler la « femme au sac », un nom que son mari utilisait pour se moquer d'elle. Ada ne gagnait pas encore des millions, mais elle connaissait le potentiel qui résidait dans ses mains. Un après-midi, après avoir récupéré ses filles à l'école, elle rentra et trouva ses tissus mouillés dehors. Il avait plu, et Shuka avait jeté tous les tissus sous la pluie. Ada ne put contenir sa colère. Elle l'affronta, lui demandant pourquoi il avait jeté les tissus sous la pluie. Mais Shuka, au lieu de se sentir coupable, éclata de rire au visage d'Ada et lui demanda de quoi elle parlait. « Je parle de ces chiffons sales, » dit-il, lui ordonnant d'arrêter de s'humilier. « Si tu veux coudre, va apprendre auprès d'un vrai tailleur et arrête de salir ma maison avec des tissus bon marché, » dit-il en s'éloignant, la laissant là, en colère. À ce moment-là, Ada sentit quelque chose s'emparer de sa vérité. Ce n'était ni de la tristesse ni de la colère. C'était quelque chose de plus lourd, quelque chose qui la poussa à travailler encore plus dur. Elle aurait pu pleurer. Elle aurait pu crier. Mais au lieu de cela, elle prit son téléphone et téléchargea des photos de ses meilleurs sacs sur Instagram, utilisant le nom de sa mère pour créer le compte. En 48 heures, elle reçut sa première grosse commande et fut payée la somme colossale de 50 000 Nera. De toute sa vie, Ada n'avait jamais gagné autant d'argent. Elle commença à économiser l'argent qu'elle gagnait tout en passant ses nuits à coudre et à emballer les commandes des clients. Les jours qui suivirent furent parmi les meilleurs de sa vie, car les commandes affluaient comme la pluie. Ada loua finalement une boutique en secret et embaucha 2 personnes pour l'aider avec les commandes.
Cela ressemblait à un miracle, car son solde bancaire commença à atteindre 6 chiffres. Elle n'avait jamais vu une telle somme d'argent de sa vie. Et maintenant, de ses propres mains, elle l'avait gagnée discrètement, sans mendier ni demander un seul kobo à son cruel mari. Shuka ne pouvait s'empêcher de remarquer cela. Un soir, il lui demanda d'où venait l'argent qu'elle utilisait pour acheter les tissus. « J'espère que tu n'empruntes pas et ne me fais pas honte dans ce quartier, » dit-il. Ada sourit et lui répondit qu'elle se tenait simplement occupée. « Occupée à être fauchée ?» lui demanda-t-il moqueusement en éclatant de rire à son visage. Ce rire long, aigu et méchant qui autrefois lui transperçait l'âme, mais cette fois, cela ne lui fit pas mal. Cela ne fit que lui rappeler que son mari la voyait toujours comme rien, et Ada sourit, sachant qu'elle valait plus qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Quelques jours plus tard, Ada reçut une visite inattendue. La matinée commença comme toutes les autres, calme, routinière et ordinaire. Ada venait de rentrer après avoir déposé ses filles à l'école. Shuka était partie au travail, et la maison était complètement vide. Elle entendit frapper à la porte et alla voir qui c'était. Elle vit une femme étrange debout à sa grille. Elle avait une quarantaine d'années, élégante, bien habillée, portant une robe Ankara ajustée avec des talons rouges qui claquaient doucement sur le trottoir. « Bonjour », dit-elle en souriant, se présentant à Ada comme Madame Thompson. « Êtes-vous la femme qui fabrique ces magnifiques sacs fourre-tout » demanda-t-elle à Ada, qui cligna des yeux et la regarda, choquée. « Oui, c'est moi. Comment m'avez-vous trouvé » demanda Ada. La femme révéla qu'elle possédait un magasin de mode en ville. « L'un de vos sacs est arrivé chez ma cousine, et depuis, j'essaie de vous trouver. Vos coutures sont si nettes, simples et magnifiques, » dit-elle à Ada, dont les mains tremblaient en écoutant cette femme étrange. Elle lui demanda si elle serait intéressée à fournir 300 pièces chaque mois. « Je peux payer d'avance, » dit la femme à Ada, qui la regarda avec incrédulité. « 300 » demanda Ada. La femme sourit et lui tendit un contrat à lire et à signer. Ada n'en croyait pas ses yeux. Cela semblait être un rêve alors qu'elle examinait son premier contrat. Ses yeux brillaient d'incrédulité en lisant le contrat, réalisant que la femme lui offrait plus d'argent pour chaque sac qu'elle fabriquait. Elle signa le contrat. Et juste comme ça, sa première grande porte s'ouvrit. Ada n'avait personne avec qui partager son excitation. Alors elle décida d'aller seule dans un restaurant tranquille pour manger et célébrer sa grande victoire. Alors qu'elle était assise dans le restaurant, sirotant un verre de vin seul, un homme élégant s'approcha d'elle pour lui demander ce qu'elle célébrait. Ada s'illumina en lui racontant son énorme contrat. L'homme, qui s'appelait Die, se joignit à elle pour célébrer. Ils passèrent des heures à parler et à rire comme de vieux amis qui se seraient rencontrés dans une autre vie. Die était doux, gentil et profondément intéressé par l'histoire d'Ada. Il lui posa des questions comme ce qui l'avait poussé à commencer, et elle lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Die ne la regardait pas comme une victime. Il la regardait comme une reine qui avait construit son trône malgré ses défis. Il porta un toast à sa croissance, et avant de partir, il lui tendit sa carte, disant que si elle voulait parler, il était toujours disponible. Ada glissa la carte dans son sac et se précipita pour aller chercher ses filles à l'école. Elle rentra chez elle des heures plus tard pour trouver son mari à la maison avec une autre femme. Il avait commencé à remarquer des choses, de nouveaux tissus dans la maison, des étrangers déposant des colis, ainsi que des appels téléphoniques plus fréquents. La veille, il lui avait demandé avec qui elle discutait toujours et pourquoi son téléphone était soudainement devenu plus chaud qu'un générateur. Mais Ada sourit et ne lui dit rien. Elle rit intérieurement, voyant à quel point il était ignorant. Si seulement il savait, pensa-t-elle en le regardant l'accuser de vendre son corps à des hommes pour de l'argent. Ada voulait désespérément crier pour qu'il entende qu'elle n'était plus la femme pauvre qu'il avait épousée. Elle voulait lui faire savoir qu'elle avait maintenant ses affaires en ordre, mais quelque chose en elle l'arrêta, comme si elle savait ce qui allait se passer. Elle resta là, pétrifiée, voyant ses sacs entassés dans un coin alors que Shuka lui annonçait qu'il n'était plus intéressé. « Après tout, nous n'avons jamais été mariés, » dit-il à Ada, qui pendant toutes ces années croyait qu'ils étaient mariés. La première fois qu'il l'avait dit à l'hôtel, Ada ne l'avait pas pris au sérieux. Mais en l'entendant le dire à nouveau, elle sut que Shuka lui cachait quelque chose. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que des années auparavant, Shuka, connaissant sa naïveté, avait engagé des hommes et des personnes pour jouer le rôle de sa famille. Il avait également engagé un homme pour jouer le rôle d'un pasteur lors de leur mariage à domicile. Il avait convaincu Ada que le mariage était légitime pour la tromper et la faire vivre avec lui pendant toutes ces années. Ada ne savait pas que leur mariage était faux.
Elle resta figée dans l'embrasure de la porte alors que ses filles se tenaient à ses côtés, tenant leur sac d'école, les yeux pleins de confusion. Shuka la fit emménager dans la chambre d'amis, déclarant qu'elle devait quitter sa maison dans une semaine. « Je me fiche de savoir où tu iras après la fin de la semaine. Si ça te plaît, va vivre sous un pont, dit-il à Ada, qui l'insulta à nouveau pour être pauvre. Il continua en la traitant de mendiante perpétuelle, l'avertissant de mieux rembourser toutes les dettes qu'elle devait aux voisins. Ada prit son téléphone et passa un appel. Shuka resta là, observant sa femme appeler le propriétaire et payer pour l'appartement voisin. Ada en avait assez. Elle ne voulait plus passer une seule journée dans sa maison. Shuka resta figée, voyant sa femme payer des millions sur place pour louer l'appartement vacant à côté du sien. Il ne comprenait pas comment elle avait autant d'argent et commença à l'appeler prostituée, qui se cachait derrière la vente de sacs pour vendre son corps aux hommes. Mais Ada l'ignora complètement et commença à déménager ses affaires dans son appartement. Ses filles la rejoignirent alors qu'elles emménageaient toutes dans l'appartement voisin. Shuka devint agitée. Il s'attendait à ce qu'Ada soit impuissante et triste. Mais Ada ne pleura pas une seule fois, ne versa pas une larme. Elle ne le supplia pas de rester. Elle n'éleva même pas la voix. Au lieu de cela, elle paya pour l'appartement voisin et passa à autre chose comme si Shuka n'existait pas. Et Shuka n'en croyait pas ses yeux. Au lieu de profiter de sa maison avec sa nouvelle femme, Shuka commença à regarder par la fenêtre pour voir ce qu'elle faisait. Il passait des heures à surveiller chacun de ses mouvements pour découvrir l'homme derrière son succès. Un jour, il confronta un livreur venu récupérer des colis chez Ada, croyant que c'était lui qui était derrière tout l'argent qu'elle avait. Mais le livreur le regarda, perplexe, disant qu'il admirait énormément Madame Ada pour tout ce qu'elle avait accompli pour elle-même. C'est alors que le livreur lui parla de sa marque, Helen Stowe, dont l'existence était inconnue de Shuka. « Je suis ici pour faire mon travail. Je suis juste un livreur à qui Madame Ada a donné un emploi après des années de chômage. Madame Ada est une femme dont n'importe quel homme serait chanceux d'avoir, dit-il à Shuka, qui le regarda partir dans sa camionnette. Shuka se précipita immédiatement sur Instagram pour chercher Helen Stowe. À sa grande surprise, le compte avait plus de 100 000 abonnés, avec des célébrités et des influenceurs parlant des designs uniques qu'elle réalisait. Shuka ne pouvait pas croire à quel point Ada était devenue grande. La même Ada qu'il avait qualifiée d'inutile et sans valeur s'était maintenant relevée des cendres comme un phénix. Elle assistait désormais à des défilés de mode et fréquentait une classe de personnes dont même lui rêvait de rencontrer. Ses vidéos étaient devenues virales, où elle parlait des souffrances qui l'avaient menée là où elle était maintenant. Et Shuka resta là, brisé, réalisant qu'il était la souffrance dont elle parlait. Il lâcha son téléphone, comprenant qu'Ada était maintenant une star. Et le pire, c'est qu'elle l'avait fait sans lui. Cette nuit-là, Shuka ne pouvait pas dormir. Sa nouvelle petite amie, voyant à quel point il était obsédé par Ada, fit ses valises et quitta la maison le lendemain matin. Mais Shuka s'en fichait. Tout ce qu'il voulait à ce moment-là, c'était la femme qu'il avait chassée. La femme qui était non seulement la meilleure mère pour ses belles-filles, mais aussi la femme qui avait discrètement construit un empire sous son nez. Pendant des jours, Shuka lutta avec ses pensées. Il ne mangeait plus correctement, ne sortait plus, car la honte s'accrochait à lui comme un tissu mouillé. La maison, autrefois remplie de fierté et d'ego, résonnait maintenant de regrets, et Shuka ne pouvait plus le supporter. Un matin, il décida de réparer les choses avec Ada. Il mit une chemise propre, vaporisa son meilleur parfum et marcha jusqu'à son appartement. Les mains tremblantes, il frappa à la porte, et l'une de ses filles ouvrit. « Papa, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle curieusement, alors que Shuka lui disait qu'il voulait voir sa mère. En levant les yeux dans l'appartement, il vit quelque chose qui brisa son cœur en 1000 morceaux. Ada se tenait au loin, et un jeune homme élégant lui faisait une demande en mariage. Shuka resta là, regardant Ada accepter d'être sa femme. Il s'enflamma de colère et s'approcha de l'homme pour lui dire qu'Ada était déjà sa femme. « Comment oses-tu essayer d'épouser ma femme ?» demanda-t-il avec colère, lançant un coup de poing à l'homme, l'avertissant de rester loin d'Ada. Shuka sortit de l'appartement en colère, ses articulations douloureuses à cause du coup, sa voix encore forte d'insultes alors qu'il criait à Ada de se souvenir qu'elle était toujours sa femme. Ada ne dit rien, le regardant avec déception, choqué qu'il fasse une telle chose devant ses filles. Ce même matin, Shuka s'habilla et se rendit au bureau. Son visage était encore rouge de colère, et il ne salua personne, pas même la réceptionniste qui le salua mais n'eut aucune réponse. Shuka marcha directement jusqu'à son bureau, claquant la porte derrière lui. Il ne pouvait pas croire qu'Ada était sur le point d'épouser un autre homme.
Il appela son ami Tony pour savoir s'il était dans son bureau, et Tony lui dit qu'il venait de sortir d'une réunion. Shuka se rendit en colère au bureau de Tony pour se défouler lorsqu'il aperçut l'homme qu'il avait frappé chez Ada plus tôt ce matin-là. Shuka n'avait aucune idée que l'homme qui l'avait frappé était le fils de son patron. Il resta figé, réalisant qu'Ada venait de se fiancer au fils de son patron, Die, le même homme qu'elle avait rencontré au restaurant le jour où elle avait obtenu son premier gros contrat. À ce moment-là, Shuka vit son monde s'effondrer sous ses yeux. Il resta là, dans l'embrasure de la porte du bureau de Tony, figé comme une statue. Il regarda l'homme qui l'avait frappé ce matin-là rire et serrer la main de Tony, son ami, qui était également l'un des principaux cadres de l'entreprise. Shuka, appela Tony, surpris de le voir là, confus. Viens rencontrer Die, le fils de notre patron. Il vient de se fiancer aujourd'hui à une femme merveilleuse nommée Ada. Tony n'avait aucune idée que l'Ada dont il parlait était la même Ada dont ils s'étaient tous moqués chez Shuka. Les lèvres de Shuka tremblaient. Ada, répéta-t-il. Oui, Ada. Une femme magnifique avec un esprit fort. La propriétaire de Helen Stowe. Ses sacs sont partout maintenant. Elle va gérer notre prochain événement de branding d'entreprise, dit Tony avec fierté, ignorant ce que cela faisait à Shuka. Die sourit poliment à Shuka et ajouta. Oui, Ada est ma fiancée. C'est une femme incroyable. Vous seriez chanceux de rencontrer quelqu'un comme elle dans votre vie, dit-il moqueusement en s'éloignant. Shuka ne pouvait plus tenir debout. Ses genoux cédèrent, et il s'effondra dans le fauteuil près de la porte. Tony se précipita vers lui pour demander ce qui se passait, et Shuka lui révéla que l'Ada dont ils parlaient tous était sa femme. Tony n'en croyait pas ses oreilles. Pendant toutes ces années, ils avaient méprisé Ada sans connaître le potentiel qu'elle portait. Ada était devenue tout ce qu'il avait dit qu'elle ne pourrait jamais être. Et Shuka ne comprenait pas comment. Cette nuit-là, Shuka rentra chez lui misérable. La maison semblait vide et hantée. Il regarda par la fenêtre et vit Ada jouer avec ses filles, qu'il ne savait pas comment affronter après ce qui s'était passé ce matin-là. À ce moment-là, Shuka réalisa qu'Ada n'était pas seulement riche en argent. Elle était maintenant riche en paix, en joie, en force et en amour. Shuka, qui autrefois riait d'elle et la traitait de pauvre, était maintenant assis seul, la tête entre les mains. Car ce qu'Ada avait apporté à la maison, c'était sa propre liberté, son succès et son bonheur. Et cela suffit à faire taire Shuka pour toujours. Quelques jours plus tard, Shuka reçut un courriel au travail qui fit trembler ses mains. Il venait du siège, l'informant d'une réunion à laquelle il devait faire face pour avoir agressé le fils du patron, Die. Il le fixa, espérant que c'était une erreur, mais ce n'était pas le cas. Tout le monde au bureau était déjà au courant. Des chuchotements le suivaient dans les couloirs. Les gens qui le saluaient autrefois détournaient maintenant le regard. Shuka fut suspendu immédiatement, en attente d'une enquête. Et une semaine plus tard, une lettre arriva l'informant qu'il avait été licencié. Juste comme ça, son emploi puissant, son titre, la voiture de société, le respect, tout s'évapora dans l'air. L'homme qui se vantait d'être le soutien de famille, le roi de la maison, était maintenant assis sur son trône vide, seul, son orgueil brisé. Dehors, par sa fenêtre, il vit Ada arriver dans un nouveau SUV noir avec le logo de sa marque fièrement affiché sur le côté. Ses filles coururent dans ses bras alors qu'elle riait et les portait dans son appartement. Shuka resta là, seul. Sans emploi, sans femme, sans joie. Et pour la première fois de sa vie, il pleura comme un enfant. Il comprit enfin ce qu'il avait perdu. Pas seulement une femme, mais une femme rare qui s'était relevée de ses insultes et avait construit un trône à partir de ses cendres. La leçon à tirer de cette histoire est qu'il ne faut jamais mépriser quelqu'un à cause de sa situation actuelle. La force discrète, l'humilité et la persévérance d'Ada ont prouvé que la véritable valeur ne se trouve pas dans la richesse bruyante ou le statut tapac sans grave-l'œil, mais dans le caractère, le but et la détermination. Shuka a pris le silence d'Ada pour de la faiblesse et s'est moqué d'elle parce qu'elle ne gagnait pas son salaire, oubliant que certaines graines poussent lentement mais s'épanouissent puissamment. Son rire s'est transformé en regret lorsqu'il a réalisé trop tard que la femme qu'il avait méprisée était la même femme que le monde célébrerait plus tard. Respectez votre partenaire, peu importe à quel point ses débuts peuvent sembler modestes, car la personne dont vous vous moquez aujourd'hui pourrait être celle que le monde applaudira demain. J'espère que vous avez aimé l'histoire. La prochaine fois je vais prendre le nom des bavards et des absents.